Chapitre 14 du livre 2 où se poursuit l'aventure du chevalier du bocage. Parmi bien des propos qu'échangèrent Don Quichotte et le chevalier de la forêt, l'histoire raconte que celui-ci dit à Don Quichotte: Finalement, seigneur chevalier, je veux vous apprendre que ma destinée, ou mon choix pour mieux dire, m'a enflammé d'amour pour la sans pareille Casildée de Vandalie. Je l'appelle sans pareille parce qu'elle n'en a point, ni pour la grandeur de la taille, ni pour la perfection de la beauté. Eh bien, cette Calcidée, dont je vous fais l'éloge, a payé mes honnêtes pensées et mes courtois désirs en m'exposant, comme la marâtre d'Hercule, à une foule de périls, me promettant à la fin de chacun d'eux qu'à la fin de l'autre arriveraient l'un à l'autre, qu'ils sont devenus innombrables, et je ne sais quand viendra le dernier pour donner ouverture à l'accomplissement de mes chastes désirs. Une fois, elle m'a commandé de combattre en champ clos la fameuse géante de Séville, appelée la Giralda, qui est vaillante et porte en proportion de ce qu'elle est de bronze, et qui, sans bouger de place, est la plus changeante et la plus volage des femmes du monde. J'arrivai, je vis et je vainquis, et je l'obligeai à se tenir immobile, car en plus d'une semaine, il ne souffla d'autre vent que celui du nord. Une autre fois, elle m'ordonna d'aller prendre et peser les antiques pierres des formidables taureaux de Guisando, entreprise plus faite pour un portefaix que pour un chevalier. Une autre fois encore, elle me commanda de me précipiter dans la caverne de Cabra, péril inouï, épouvantable, et de lui rapporter une relation détaillée de ce que renferme cet obscur et profond abîme. J'arrêtai le mouvement de la Giralda, je pesai les taureaux de Guisando, je me précipitai dans la caverne et je mis au jour tout ce que cachait son obscurité. Et pourtant mes espérances n'en furent pas moins mortes, ses exigences et ses dédains pas moins vivants. À la fin, elle m'a dernièrement ordonné de parcourir toutes les provinces d'Espagne pour faire confesser à tous les chevaliers errants qui vaguent par ce royaume qu'elle est la plus belle de toutes les belles qui vivent actuellement, et que je suis le plus vaillant et le plus amoureux chevalier du monde. Dans cette entreprise, j'ai couru déjà la moitié de l'Espagne, et j'y ai vaincu bon nombre de chevaliers qui avaient osé me contredire. Mais l'exploit dont je m'enorgueillis par-dessus tout, c'est d'avoir vaincu en combat singulier ce fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, et de lui avoir fait avouer que ma Calcidée de Vandalie est plus belle que sa Dulcinée du Tobosco. Par cette seule victoire, je compte avoir vaincu tous les chevaliers du monde, car ce Don Quichotte dont je parle les a vaincus tous, et puisqu'à mon tour je l'ai vaincu, sa gloire, sa renommée, son honneur ont passé en ma possession. Comme a dit le poète, le vainqueur acquiert d'autant plus de gloire que le vaincu a plus de célébrité. Ainsi donc, c'est pour mon propre compte et comme m'appartenant que courent de bouche en bouche les innombrables exploits du susdit Don Quichotte. Don Quichotte resta stupéfait d'entendre ainsi parler le chevalier du bocage, et fut 1000 fois sur le point de lui donner le démenti de ses paroles. Il eut même un « tu en as menti sur le bout de la langue », mais il se contint du mieux qu'il put, afin de lui confesser son mensonge de sa propre bouche. Il lui dit donc, avec beaucoup de calme, que votre grâce, seigneur chevalier, ait vaincu la plupart des chevaliers errants d'Espagne et même du monde entier. À cela, je n'ai rien à dire, mais que vous ayez vaincu Don Quichotte de la Manche, c'est là ce que je me mets en doute. Il pourrait se faire que ce fût un autre qui lui ressemblât, bien que, cependant, peu de gens lui ressemblent. « Comment non ?» répliqua le chevalier du bocage. « Par le ciel qui nous couvre, j'ai combattu contre Don Quichotte, je l'ai vaincu, je l'ai fait rendre à merci. C'est un homme haut de taille, sec de visage, long de membres, ayant le teint jaune, les cheveux grisonnants, le nez aquilin et un peu courbe, les moustaches grandes, noires et tombantes. Il fait la guerre sous le nom de chevalier de la triste figure, et même pour écuyer un paysan qui s'appelle Sancho Panza. Il presse les flancs et dirige le franc,
d'un fameux coursier nommé Rocinante, et finalement il a pour dame une certaine Dulcinée du Tobosco, appelée dans le temps Aldonza Lorenzo, tout comme la mienne, que j'appelle Calcidée de Vandali parce qu'elle a nom Calcida et qu'elle est andalouse. Maintenant, si tous ces principes ne suffisent pas pour donner crédit à ma véracité, voici mon épée qui saura bien me rendre justice de l'incrédulité même. Calmez-vous, seigneur chevalier, reprit Don Quichotte, et écoutez ce que je veux vous dire. Il faut que vous sachiez que ce Don Quichotte est le meilleur ami que j'ai au monde, tellement que je puis dire qu'il m'est aussi cher que moi-même. Par le signalement que vous m'avez donné de lui, si ponctuel et si véritable, je suis forcé de croire que c'est lui-même que vous avez vaincu. D'un autre côté, je vois avec les yeux et je touche avec les mains qu'il est impossible que ce soit lui, à moins toutefois que, comme il a beaucoup d'ennemis parmi les enchanteurs, un notamment qui le persécute d'ordinaire, quelqu'un d'eux n'ait pris sa figure pour se laisser vaincre, pour lui enlever la renommée de ses hautes prouesses de chevalerie, que ces hautes prouesses de chevalerie lui ont acquises sur toute la face de la terre. Pour preuve encore de cela, je veux vous apprendre que ces maudits enchanteurs, ces ennemis, ont transformé il y a pas 2 jours la figure et la personne de la charmante Dulcinée du Tobosco en une vile et sale paysanne. Ils auront de la même manière à pied ou à cheval, ou de toute autre résolution prendrait le chevalier du bocage. Celui-ci répondit d'une voix également tranquille. Le bon payeur ne regrette point ses cages. Celui qui, une première fois, seigneur Don Quichotte, a pu vous vaincre transformé, peut bien avoir l'espérance de vous vaincre sous votre forme véritable, mais comme il n'est pas convenable que les chevaliers accomplissent leur fait d'armes en cachette et dans la nuit, ainsi que des brigands ou des souteneurs de mauvais lieux, attendons le jour pour que le soleil éclaire nos œuvres. La condition de notre bataille sera que le vaincu reste à la manière du vainqueur pour que celui-ci fasse de l'autre tout ce qui lui plaira, pourvu toutefois qu'il soit décemment permis à un chevalier de s'y soumettre. Je suis plus que satisfait, répondit Don Quichotte, de cette condition et de cet arrangement. Cela dit, ils allèrent chercher leur écuyer, qu'ils trouvèrent un combat singulier, sanglant et formidable. À ces nouvelles, Sancho frissonna de surprise et de peur, tremblant pour le salut de son maître, à cause des actions de bravoure qu'il avait entendu conter du sien par l'écuyer du bocage. Car les 3 chevaux de l'âne, après s'être flairés, pesaient tous ensemble. Chemin faisant, l'écuyer du bocage se dit à Sancho: « Il faut que vous sachiez, frère, que les braves de l'Andalousie ont pour coutume, quand ils sont parrains, dans quelque duel, de ne pas rester les bras croisés tandis que les filleuls combattent. Je dis cela pour que vous soyez avertis, et que tandis que nos maîtres ferrailleront, nous aurons, nous autres, à jouer aussi du couteau. Cette coutume, seigneur écuyer, répondit Sancho, peut bien avoir cours parmi les bravaches dont vous parlez, mais parmi les écuyers des chevaliers errants, pas le moins du monde, au moins je n'ai jamais ouï dire citer à mon maître une semblable coutume, lui qui sait par cœur tous les règlements de la chevalerie errante. D'ailleurs, je veux bien que ce soit une règle expresse de faire battre les écuyers tandis que leurs seigneurs se battent. Moi, je ne veux pas la suivre. J'aime mieux payer l'amende imposée aux écuyers pacifiques. Elle ne passera pas, j'en suis sûr, de livres de cire. Et je préfère payer les cierges, car je sais qu'ils me coûteront moins que la charpie qu'il faudra acheter pour me panser la tête, que je tiens déjà pour casser et fendue en 2. Il y a plus, c'est que je suis dans l'impossibilité de me battre, n'ayant pas d'épée, et de ma vie je n'en ai porté. À cela, je sais un bon remède, répliqua l'écuyer du bocage. J'ai là 2 sacs de toile de la même grandeur. Vous prendrez l'un, moi l'autre, et nous nous battrons à coups de sac avec des armes égales. De cette façon-là, s'écria Sancho, à la bonne heure, car un tel combat nous servira plutôt à nous épouster qu'à nous faire du mal. Oh, ce n'est pas ainsi que je l'entends, repartit l'autre. Nous allons mettre dans chacun des sacs, pour que le vent ne les emporte pas, une demi-douzaine de jolis cailloux, bien ronds, bien polis, qui pèseront autant les uns que les autres. Ensuite, nous pourrons nous étrier à coups de sac tout à l'aise, sans nous écorcher seulement la peau. De ma vie, s'écria Sancho, quelle ouate de coton et quelle marthe cibouline, il
il vous met dans les sacs pour nous empêcher de nous moudre le crâne et de nous mettre les os en poussière. Eh bien, quand on les remplirait de coton de soie, sachez, mon bon monsieur, que je ne me battrai pas. Laissons battre nos maîtres et qu'ils s'en tirent comme ils pourront. Mais nous, buvons, mangeons et vivons, car le temps prend bien assez soin de nous ôter nos vies, sans que nous cherchions des excitants pour qu'elles finissent avant leur terme et qu'elles tombent avant d'être mûres. Avec tout cela, reprit l'écuyer du bocage, nous nous battrons bien au moins une demi-heure. Pour cela, non, répondit Sancho. Je ne serais pas si peu courtois et si peu reconnaissant qu'avec un homme qui m'a fait boire et manger, j'engage jamais aucune querelle, si minime qu'elle soit. D'autant plus que, n'ayant ni colère ni ressentiment, qui diable va s'aviser de se battre à froid? Oh, pour cela, reprit l'écuyer du bocage, je vous fournirai un remède suffisant. Avant que nous commencions la bataille, je m'approcherai tout doucement de votre grâce, et je vous donnerai 3 ou 4 à mes pieds. Avec cela, j'éveillerai bien votre colère, fût-elle plus endormie qu'une marmotte. Contre cette botte, je sais une parade, répondit Sancho, et qui la vaut bien. Je couperai, moi, une bonne gaule, et avant que votre grâce vienne m'éveiller la colère, je ferai si bien dormir la sienne à coups de bâton qu'elle ne s'éveillera plus, si ce n'est dans l'autre monde, où l'on sait fort bien que je ne suis pas homme à me laisser manier le visage par personne. Que chacun prenne garde à ce qu'il fait. Le plus sage serait que chacun laissât dormir sa colère, car personne ne connaît l'âme de personne, et elle va chercher de la laine qui revient tondue. Dieu a béni la paix et maudit les querelles, et si un chat qu'on enferme et qu'on excite se change en lion, moi qui suis homme, Dieu sait en quoi je pourrais me changer. Ainsi donc, seigneur écuyer, j'invite à votre grâce que dès à présent elle est responsable de tout le mal qui pourrait résulter de notre bataille. C'est fort bien, répliqua l'écuyer du bocage. Dieu ramènera le jour et nous y verrons clair. En ce moment commençaient à gazouiller dans les arbres 1000 espèces de brillants oiseaux, qui semblaient par leurs chants joyeux et variés souhaiter la bienvenue à la fraîche aurore, dont le charmant visage se montrait peu à peu sur les balcons de l'Orient. Elle secouait de ses cheveux dorés un nombre infini de perles liquides, et les plantes baignées de cette suave liqueur paraissaient elles-mêmes jeter et répandre des gouttes de diamants. À sa venue, les saules distillaient une manne savoureuse, les fontaines semblaient rire, les ruisseaux murmuraient, les bois se réjouir et les prairies étalaient leurs tapis de verdure. Mais à peine la clarté du jour eut-elle permis d'apercevoir et de discerner les objets, que la première chose qui s'offrit au regard de Sancho fut le nez de l'écuyer du bocage, si grand, si énorme, qu'il lui faisait ombre sur tout le corps. On raconte en effet que ce nez était d'une grandeur démesurée, bossu au milieu, tout couvert de verrues, d'une couleur violacée comme des murs, et descendant deux doigts plus bas que la bouche. Cette longueur de nez, cette couleur, ces verrues et cette bosse lui faisaient un visage si horriblement laid que Sancho commença à trembler des pieds et des mains comme un enfant qui tombe d'épilepsie, et résolut dans son cœur de se laisser plutôt donner 200 soufflets que de laisser éveiller sa colère pour se battre avec ce vampire. Celui-ci avait déjà mis sa salade et baissé sa visière, de façon qu'il ne pût voir son visage. Seulement, il remarqua que c'était un homme bien membré et non de très haute taille. L'inconnu portait sur ses armes une courte tunique d'une étoffe qui semblait faite de fils d'or, toute parsemée de brillants miroirs en forme de petites lunes, et ce riche costume lui donnait une élégance toute particulière. Voltigeait une grande quantité de plumes vertes, jaunes et blanches, et sa lance qu'il avait appuyée contre un arbre était très haute, très grosse, et terminée par une pointe d'acier d'un palme de long. Don Quichotte remarqua tous ces détails et en tira la conséquence que l'inconnu devait être un chevalier de grande force. Cependant, il ne fut pas glacé de crainte comme Sancho Panza. Au contraire, il dit d'un ton dégagé au chevalier des miroirs: « Si le grand désir d'en venir aux mains, seigneur chevalier, n'altère pas votre courtoisie, je vous prie en son nom de lever un peu votre visière, pour que je voie si la beauté de votre visage répond à l'élégance de votre ajustement. » « Vainqueur ou vaincu, seigneur chevalier, répondit celui des miroirs, vous aurez du temps de reste pour voir ma figure, et si je refuse maintenant de satisfaire à votre désir, c'est parce qu'il me semble que je fais
une notable injure à la belle ma visière, à vous faire confesser ce que vous savez bien. Mais du moins, reprit Don Quichotte, pendant que nous montons à cheval, vous pouvez bien me dire si je suis ce même Don Quichotte que vous prétendez avoir vaincu. À cela, nous vous répondons, reprit le chevalier des miroirs, que vous lui ressemblez comme un œuf ressemble à un autre. Mais puisque vous assurez que des enchanteurs vous persécutent, je n'oserais affirmer si vous êtes ou non le même en son contenu. Cela me suffit à moi, répondit Don Quichotte, pour que je croie à l'erreur où vous êtes, mais pour vous en tirer entièrement, qu'on amène nos chevaux. En moins de temps que vous n'auriez mis à lever votre visière, si Dieu, madame, et mon bras me sont favorables, je verrai votre visage, et vous verrez que je ne suis pas le Don Quichotte que vous pensez avoir vaincu. Coupant ainsi brusquement l'entretien, ils montèrent à cheval et Don Quichotte fit tourner bride à Rosinante afin de prendre le champ nécessaire pour revenir à la rencontre de son ennemi qui faisait la même chose. Mais Don Quichotte ne s'était pas éloigné de 20 pas, qu'il sentit appeler par le chevalier des miroirs, et chacun ayant fait la moitié du chemin, celui-ci dit à l'autre « Rappelez-vous, seigneur chevalier, que la condition de notre bataille est que le vaincu, comme je vous l'ai dit, reste à la discrétion du vainqueur. » Je le sais déjà, répondit Don Quichotte, pourvu qu'il ne soit rien ordonné ni imposé aux vaincus qui sortent des limites de la chevalerie. C'est entendu, reprit le chevalier des miroirs. En ce moment, l'écuyer avec son nez étrange s'offrit au regard de Don Quichotte, qui ne fut pas moins interdit de le voir que Sancho, tellement qu'il le prit pour quelque monstre ou pour un homme nouveau, de ceux qui ne sont pas d'usage en ce monde. Sancho, qui vit partir son maître pour prendre champ, ne voulut pas rester seul avec le monstre au grand nez, dans la crainte que d'une seule pichenette de cette trompe, leur bataille ne fût finie, et que du coup ou de la peur, il ne restât couché par terre. Il courut donc derrière son maître, pendu à une étrivière de Rosinante, et quand il lui sembla que Don Quichotte allait tourner bride, « Je supplie votre grâce, mon cher seigneur, lui dit-il, de vouloir bien, avant de retourner à l'attaque, m'aider à monter sur ce liège, d'où je pourrais voir, plus à mon aise que par terre, la gaillarde rencontre que vous allez faire avec ce chevalier. Il me semble plutôt, Sancho, dit Don Quichotte, que tu veux monter sur les banquettes pour voir sans danger la course des taureaux. » S'il faut dire la vérité, répondit Sancho, les effroyables narines de cet écuyer me tiennent en émoi et je n'ose pas rester à côté de lui. Elles sont telles, en effet, reprit Don Quichotte, que si je n'étais qui je suis, elles me feraient aussi trembler. Ainsi, je vais t'aider à monter où tu veux. Pendant que Don Quichotte s'arrêtait pour faire grimper Sancho sur le liège, le chevalier des miroirs avait pris tout le champ nécessaire, et croyant que Don Quichotte en aurait fait de même, sans attendre son de trompette ni autre signal d'attaque, il avait fait tourner bride à son cheval, lequel n'était ni plus léger ni de meilleure mine que Rosinante, puis, à toute sa course, qui n'était qu'un petit trot, il revenait à la rencontre de son ennemi. Mais le voyant occupé à faire monter Sancho sur l'arbre, il retint la bride et s'arrêta au milieu de la carrière, chose dont son cheval lui fut très reconnaissant, car il ne pouvait déjà plus remuer. Don Quichotte, qui crut que son adversaire fondait comme un foudre sur lui, enfonça vigoureusement les éperons dans les flancs efflanqués de Rosinante et le fit détaler de telle sorte que, si l'on croit l'histoire, ce fut la seule fois où l'on put reconnaître qu'il avait quelque peu galopé, car jusque-là ses plus brillantes courses n'avaient été que de simples trots. Avec cette furie inaccoutumée dont Don Quichotte s'élança sur le chevalier des miroirs, qui enfonçait les éperons dans le ventre de son cheval jusqu'au talon, sans pouvoir le faire avancer d'un doigt de l'endroit où il s'était comme ancré au milieu de la course, ce fut dans cette favorable conjoncture que Don Quichotte surprit son adversaire, lequel, empêtré de son cheval et embarrassé de sa lance, ne put jamais venir à bout de la mettre seulement en arrêt. Don Quichotte, qui ne regardait pas de si près à ses inconvénients, vint en toute sécurité et sans aucun risque heurter le chevalier des miroirs, et ce fut avec tant de vigueur qu'il le fit, bien malgré lui, rouler à terre par-dessus la croupe de son cheval. La chute fut si lourde que l'inconnu, ne remuant plus ni bras ni jambes, parut avoir été tué sur le coup. À peine Sancho le vit en bas, il se laissa glisser de son arbre et vint rejoindre son maître, celui-ci ayant mis pied à terre,
s'était jeté sur le chevalier des miroirs et lui détachant les courroies de l'armée pour voir s'il était mort et pour lui donner de l'air, si par hasard il était encore vivant, il aperçut, qui pourra dire ce qu'il aperçut sans frapper d'étonnement, d'admiration et de stupeur ceux qui l'entendront. Il vit, dit l'histoire, il vit le visage même, la figure, l'aspect, la physionomie, l'effigie et la perspective du bachelier Samson Garansco. À cette vue, il appela Sancho de toutes ses forces. « Accours, Sancho !» s'écria-t-il. « Viens voir ce que tu verras sans y croire. Dépêche-toi, mon enfant, et regarde ce que peut la magie, ce que peuvent les sorciers et les enchanteurs. » Sancho s'approcha et quand il vit la figure du bachelier Carrasco, il commença à faire 1000 signes de croix et à réciter autant d'oraisons. Cependant, le chevalier, renversé, ne donnait aucun signe de vie et Sancho dit à Don Quichotte « Je suis d'avis, mon bon seigneur, que sans plus de façon, vous fourriez votre épée dans la bouche à celui-là qui ressemble au bachelier Samson Carrasco, peut-être tuerez-vous en lui quelqu'un de vos ennemis les enchanteurs. » Tu as par de raison, dit Don Quichotte, car en fait d'ennemis, le moins c'est le meilleur. Il tirait déjà son épée pour mettre à exécution le conseil de Sancho, quand arriva tout à coup l'écuyer du chevalier des miroirs, n'ayant plus le nez qui le rendait si laid. « Ah, prenez garde, seigneur Don Quichotte !» disait-il à grands cris, « prenez garde à ce que vous allez faire. Cet homme étendu à vos pieds, c'est le bachelier Samson Carrasco, votre ami, et moi je suis son écuyer. » Sancho, le voyant sans sa première laideur, « Et le nez, lui dit-il. »« Il est là dans ma poche, répondit l'autre, en mettant la main dans sa poche de droite. Il en tira un nez postiche en carton vernissé, fabriqué comme on l'a dépeint tout à l'heure. Mais Sancho regardait l'homme de tous ses yeux et jetant un cri de surprise. « Jesus Maria !» s'écria-t-il, « n'est-ce pas la Tomé Cécial, mon voisin et mon compère ?»« Comment si je le suis ?» répondit. Oui, Sancho pensa, je suis Tomé Cécial, votre ami, votre compère, et je vous dirai tout à l'heure les tours et les détours qui m'ont conduit ici. Mais en attendant, priez et suppliez le Seigneur votre maître qu'il ne touche, ni ne frappe, ni ne blesse, ni ne tue le chevalier des miroirs, qu'il tient sous ses pieds, car c'est sans nul doute l'audacieux et imprudent bachelier Samson Carrasco, notre compatriote. En ce moment, le chevalier des miroirs revint à lui, et Don Quichotte, s'apercevant qu'il remuait, lui mit la pointe de l'épée entre les deux yeux et lui dit « Vous êtes mort, chevalier, si vous ne confessez que la sans pareille Dulcinée du Tobosco l'emporte en beauté sur votre Calcidé de Vandali. En outre, il faut que vous promettiez, si de cette bataille et de cette chute vous restez vivant, d'aller à la ville du Tobosco et de vous présenter de ma part en sa présence pour qu'elle fasse de vous ce qu'ordonnera sa volonté. Si elle vous laisse en possession de la vôtre, vous serez tenu de venir me retrouver, et la trace de mes exploits vous servira de guide pour vous amener où je serai. Ce qui se sera passé entre elle et vous, condition qui, suivant celle que nous avons faite avec notre combat, ne sortent point des limites de la chevalerie errante. Je confesse, répondit le chevalier abattu, que le soulier sale et déchiré de madame Dulcinée du Tobosco vaut mieux que la barbe mal peignée, quoique propre, de Calcidé. Je promets d'aller à sa présence et de revenir en la vôtre, pour vous rendre un compte fidèle et complet de ce que vous demandez. Il faut encore confesser et croire, ajouta Don Quichotte, que le chevalier que vous avez vaincu ne fut pas et ne put être Don Quichotte de la Manche, mais un autre qui lui ressemblait. Tout comme je confesse et crois que vous, qui ressemblez au bachelier Samson Carrasco, ne l'êtes pas, cependant, mais un autre qui lui ressemble, et que mes ennemis me l'ont présenté sous la figure du bachelier pour calmer la fougue de ma colère, et me faire user avec douceur de la gloire du triomphe. Tout cela, répondit le chevalier éreinté, je le confesse, je le juge et le sens, comme vous le croyez juger et sentir. Mais laissez-moi relever, je vous prie, si la douleur de ma chute le permet, car elle m'a mis en bien mauvais état. Don Quichotte l'aida à se relever, assisté de son écuyer Tomé Cécial, duquel Sancho n'ôtait pas les yeux tout en faisant des questions, dont les réponses prouvaient bien que c'était véritablement le Tomé Cécial qui se disait être. Mais l'impression qu'avait produite dans la pensée de Sancho l'assurance donnée par son maître que les enchanteurs avaient changé de figure, la figure du chevalier des miroirs en celle du chevalier Carrasco, l'empêchait d'ajouter foi à la vérité qu'il avait sous les yeux. Finalement, maître et valet restèrent dans cette erreur, tandis que le chevalier des miroirs et son écuyer, confus et rompus, s'éloignaient de Don Quichotte et de Sancho,
dans l'intention de chercher quelques villages où l'on put graisser et remettre les côtes aux blessés. Quant à Don Quichotte et à Sancho, ils reprirent leur chemin dans la direction de Saragosse, où l'histoire les laisse pour faire connaître qui était le chevalier des miroirs et son écuyer au nez effroyable.